Bienvenue sur Africa 24, notre antenne vous propose de vivre en direct la 3e édition du Forum Paix et Sécurité en Afrique. Chefs d'État et de gouvernement, militaires et chercheurs sont réunis à Dakar au Sénégal. Cette 3e édition est placée sous le thème de la lutte contre l'extrémisme et la radicalisation. Nous vous proposons de suivre en direct sur Africa 24 ce rendez-vous international. Le général de corps d'armée Cheikh Gueye, chef d'état-major des armées du Sénégal, l'inviter à partager avec nous sa perception des défis sécuritaires majeurs actuels sur le continent. Mon général, vous avez la parole. Merci beaucoup, mon général. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, honorables invités, à vos titres et qualités, honorables invités, je voudrais, au nom des forces armées sénégalaises, vous souhaiter la bienvenue au 3e Forum de Dakar et plus particulièrement mes collègues chefs d'état-major des armées qui ont bien voulu animer ce panel pour jeter ensemble des regards croisés sur les défis sécuritaires en Afrique. Une démarche proactive et pragmatique en vue d'apporter des solutions pérennes. Pour aborder le thème, nous empruntons donc la démarche des Toubib face aux patients, à savoir faire le diagnostic ou en langage militaire se poser la question de quoi s'agit-il? Quel est le contexte dans lequel nous évoluons? Caractérisé par des déséquilibres dans les systèmes de gouvernance, l'immensité de son espace géographique, mais aussi de l'existence d'espaces non ou peu gouvernés, avec une paupérisation croissante et l'absence totale de services de base, l'espace sahélo-sahélien fait face à de nombreux défis sécuritaires dont l'impact pourrait affecter durablement la stabilité des États de la sous-région. En effet, longtemps marginalisée, cette vaste région de l'Afrique qui s'étend entre la zone saharienne et les régions soudaniennes et qui s'étend de l'océan Atlantique à l'océan Indien est marquée par une instabilité qui fait du Sahel un véritable terreau fertile pour abriter des activités illicites et criminelles. Le Sénégal, situé au lisière de cet espace de déni de droit, n'est pas à l'abri des périls, surtout liés à la menace terroriste. En effet, bénédiction de saint homme, simple sursis, conjonction favorable des astres, la liste est longue lorsque les Sénégalais épiloguent sur la menace terroriste au Sénégal. La vérité est pourtant plus prosaïque et pourrait se résumer en ces quelques mots. Certes, le Sénégal n'a jamais été la cible d'actions terroristes d'envergure. Il n'est pas plus menacé qu'un autre pays. Il a conscience de ne pas être à l'abri définitif d'attaques. Pour étayer cette certitude, nous allons nous appuyer sur 3 points. D'abord, une appréciation rationnelle des tendances lourdes du terrorisme international, une étude du contexte sous-régional et régional, ainsi que la prise en compte de dynamiques internes à la société sénégalaise, lesquelles laissent entrevoir l'existence de menaces, de risques et de vulnérabilité. Parlant des tendances lourdes du terrorisme international, les actions terroristes recensées dans le monde au cours des dernières années mettent en exergue la montée en puissance de groupes terroristes agissant en réseaux transnationaux. En réaction, les pays développés, notamment en Amérique du Nord et en Europe occidentale, qui sont les cibles principales de cet hyper-terrorisme, s'évertuent, non sans mal, à renforcer la protection de leurs espaces nationaux respectifs. C'est ainsi que, malgré les attentats survenus en France, en Allemagne et en Belgique, des mesures importantes ont été prises pour réduire leur capacité de nuisance des terroristes dans les pays occidentaux.
Cette sanctuarisation croissante des territoires des pays développés amène les groupes terroristes à s'attaquer aux intérêts de ces derniers sur le territoire d'autres pays où les mesures de sécurité sont moins strictes. Les attentats de 1998 à Nairobi et à Dar es Salaam contre les ambassades américaines ont inauguré cette tendance qui n'est pas prête à s'estomper. Dans ce contexte, le Sénégal présente des vulnérabilités du fait de sa place sur l'échiquier international, de sa proximité avec les pays victimes de ces attentats, dont les ressortissants peuvent entrer au Sénégal sans visa. En effet, sa position géographique fait du Sénégal un espace d'échange à la jonction entre le monde arabo-berbère et le monde négro-africain. Porte d'entrée en Afrique des vols en provenance d'Amérique et d'Europe, Dakar occupe sur l'échiquier international une place stratégique. Cet atout, sur le plan géostratégique, induit en même temps des vulnérabilités sur le plan sécuritaire exploitables par des réseaux terroristes. La même logique prévaut concernant le dynamisme de la diplomatie sénégalaise et ses prises de position en faveur de la démocratie, de la liberté et des droits de l'homme qui font du Sénégal un pays important sur l'échiquier international. Il en résulte un nombre important d'organisations internationales ayant leur siège à Dakar, ainsi qu'une multitude de rencontres internationales, dont le forum que nous suivons dans tous les domaines d'activité tenus sur le sol sénégalais. Cet ancrage dans le camp de la liberté et de la démocratie en fait une cible potentielle de la part de certains milieux fondamentalistes. À cela s'ajoutent des facteurs liés au contexte sous-régional et régional. La proximité de certains pays touchés par le terrorisme, pays du bassin saharo-sahélien, Nigeria, Afrique du Nord, est un signal inquiétant pour le Sénégal. Ces pays pourraient en effet servir de base de repli, de préparation et de départ d'activités terroristes, avec les fléaux associés comme le trafic de drogue. L'alerte est déjà sonnée avec la montée en puissance de groupes armés terroristes au Mali. Dans ce pays frère, les groupes armés terroristes ont commencé d'abord à semer l'insécurité au nord, puis se sont installés au centre, attaquent parfois à Bamako et disposent de cellules au sud, à la frontière ivoirienne. Il s'agit principalement d'Acmi, en Sardine et Moujao, qui changent parfois d'identité au gré des alliances. Aujourd'hui, les frontières du Mali sont devenues un problème pour les États limitrophes, que sont le Niger, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, qui ont subi des attaques de la part de groupes venus de ce pays. La menace pourrait s'étendre sans préavis au Sénégal, qui participe par devoir de solidarité à la MINUSMA. L'autre bassin du terrorisme pouvant déborder sur le Sénégal est celui qui concerne Boko Haram. Celui-ci, depuis son allégeance à Daesh en 2015, s'appelle Province d'Afrique de l'Ouest de l'État islamique. Cette reconversion d'identité ne procède pas d'une lubie de son excentrique chef Chakao. Elle participe d'une revendication ouverte d'un changement d'agenda passé de national à régional. Aussi, si la coalition des pays du bassin du lac Tchad ne parvenait-elle pas à neutraliser ce groupe terroriste, celui-ci pourrait gangréner toute l'Afrique de l'Ouest, dont le Sénégal. Déjà, un groupe de Sénégalais dirigé par un certain Diokhane a pu bénéficier d'une formation au niveau de Boko Haram avant d'envisager de créer une cellule au Sénégal. Une autre menace se profile également venant de la Libye. L'État islamique, qui avait commencé à regrouper 1 millier de combattants autour de Sirte, subit la pression du gouvernement d'union nationale soutenu par les milices de Misrata. Face à cette pression, une stratégie de dispersion est constatée en direction de l'ouest et du sud de la Libye qui risque de menacer davantage le Sahel. Ici ajoute que de nombreux Sénégalais piégés dans ces pays sur les chemins de l'immigration pourraient être recrutés par l'État islamique. Cette situation est d'autant plus préoccupante que le sud libyen est devenu un espace d'intense trafic d'armes. Il est avéré par ailleurs
que des Sénégalais ayant rejoint les théâtres irakiens et syriens peuvent revenir au bercail pour mettre en pratique le savoir-faire terroriste déjà acquis. C'est dire que le Sénégal a une claire intelligence des enjeux de la menace terroriste devenue globale et transnationale, tant par ses implantations que par ses cibles. Les terroristes s'attaquent en effet aux territoires, aux populations et aux forces dans l'indifférence totale à l'égard des frontières. La mondialisation facilite leurs actions avec l'accroissement des déplacements des personnes et des biens, des transferts de fonds, des échanges de savoir et de technologies et des moyens d'information. Autant d'atouts qu'ils savent utiliser à leur profit. Il s'y ajoute la porosité des frontières qui favorise les migrations clandestines dont peuvent tirer bénéfice certains sympathisants et membres d'organisations terroristes pour s'introduire au Sénégal. Malheureusement, en plus des déficits capacitaires, le contrôle et la gestion des frontières se heurtent à certains engagements pris au niveau international. Au niveau régional, le Sénégal figure parmi les États membres fondateurs de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. À ce titre, il est partie intégrante aux différents protocoles et accords adoptés par cette organisation régionale qui s'est préoccupée très tôt des questions de migration et de flux enregistrés au sein de la communauté. Il s'agit principalement du protocole AP1 579 du 29 mai 1979 de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement. Au total, le contexte sous-régional et régional place notre pays dans la ligne de mire des groupes terroristes qui gravitent à ses portes et qui peuvent saisir toute fenêtre d'opportunité pour agir. Toutefois, dans l'évaluation des menaces, on ne se réfère l'économie des dynamiques internes qui irriguent la société sénégalaise et pourraient faire le lit du terrorisme. Avec une population d'environ 13 millions d'habitants, dont plus de 90% de musulmans, le Sénégal est très islamisé. Malgré ce ratio fort, élevé de musulmans, la société sénégalaise est traditionnellement marquée par un esprit de tolérance et une convivialité qui garantit la cohabitation harmonieuse entre les citoyens de toute confession. C'est ainsi qu'au sein de la composante musulmane, la prédominance des confréries a depuis longtemps favorisé la pratique d'un islam apaisé et tolérant. Cette exception sénégalaise est redevable au rôle important joué par d'influents personnages ayant acquis des connaissances islamiques assez poussées, faisant d'eux des soufis et des chefs de confréries très écoutés. On peut citer certains cas tels que El Hadj Malick Sy, Cheikh Ahmadou Bamba, Baye Niass, Cheikh Omar Foutiyou Tall, Cheikh Limamou Laye, etc. Fort de cela, la population sénégalaise s'est toujours sentie éloignée de la menace fondamentaliste, étant persuadée que ce type de violence n'a pas sa place dans le pays. Pourtant, au fil du temps et de l'accentuation des chocs de modèles religieux, à l'image des mutations ayant eu lieu dans le monde arabo-musulman, cet islam a subi l'influence du fondamentalisme, avec l'éclosion de mouvements islamiques financés le plus souvent de l'extérieur et se disant rénovateurs. Ces derniers considèrent les confréries comme étant du bida, comme ils disent en arabe, innovation relevant de l'interdit, donc des cibles à combattre. Certains d'entre eux se singularisent par leurs discours religieux très radicaux, proches de celui de beaucoup d'autres tendances, mais ne sont pas encore passés à l'acte. Parallèlement à cela, une montée en puissance du chiisme a été constatée dans la partie méridionale du Sénégal. Ces nouveaux fondamentalistes croisent au Sénégal sur le lit de vulnérabilité structurelle que l'on retrouve dans beaucoup de pays africains. L'analphabétisme et le conservatisme religieux dans certaines localités, en particulier dans le monde rural, pourraient être exploités par certaines associations caritatives qui pourraient se substituer à l'État
pour la satisfaction de besoins sociaux de base. Or, comme le faisait justement remarquer son Excellence le Président Macky Sall lors du panel de haut niveau du dernier forum de Dakar sur la paix et la sécurité, je cite, « Le terrorisme prospère là où les théories et propagandes du djihadisme prennent racine facilement, dans les milieux défavorisés ou là où les gens se sentent exclus. Leur interprétation biaisée de l'islam est servie comme une nouvelle utopie concrète face à l'échec des modèles proposés par l'Occident. En définitive, pour paraphraser le philosophe Spinoza, le Sénégal n'est pas un empire dans un empire pour espérer s'extraire indéfiniment de la spirale de la menace terroriste. C'est cela l'essence et la finalité de ce forum pour lequel les chefs d'état-major réunis autour de cette table nous ont fait l'honneur de participer malgré leurs emplois de temps chargés. Puissent des fruits de réflexion émergent dans ce panel. Je vous remercie. Merci, mon général. Vous avez admirablement conjugué à la fois les vulnérabilités naturelles de notre pays et les facteurs régionaux qui sont aggravants. Le colonel Théodore Palé-Naba est le sous-chef d'état-major du Burkina. Mon colonel, l'une des attentes majeures des autorités et des populations en cas d'action terroriste est la rapidité et l'efficacité de la réaction, d'autant qu'elle est souvent surmédiatisée. Alors, à votre sens, comment améliorer pratiquement cette réactivité des forces? Merci. Merci, mon général. J'aimerais tout d'abord remercier au nom des forces armées nationales du Burkina Faso, de la délégation burkinabé qui est ici présente, remercier le Sénégal et les organisateurs pour nous avoir associés à ce forum très important pour la sécurité en Afrique. L'Afrique que nous avons connue, l'Afrique des grands espaces ouverts où l'on pouvait aller, venir, commercer avec tous les peuples voisins et lointains et passer aux oubliettes du fait du terrorisme, cette nouvelle agression contre le développement de nos nations qui souffrent déjà énormément du sous-développement et du manque de démocratie. Les forces de défense et de sécurité, acteurs majeurs de la lutte contre le terrorisme, sont défiées et mises en difficulté face à un ennemi nouveau dont les méthodes ne respectent aucune convention, aucune règle et qui est en perpétuelle mutation. Les populations, dont les nombreuses attentes restent sans réponse, sont devenues dubitatives et très critiques vis-à-vis des capacités des forces régulières à les protéger contre un ennemi violent et barbare. Face à cette situation, il devient impératif pour la puissance publique de proposer des solutions pour ramener la sérénité et la paix dans les pays et au sein des populations et partant préserver sa crédibilité. On pourrait alors se poser la question de savoir que devons-nous faire, que pouvons-nous faire pour agir de manière plus efficace et plus efficiente. Mesdames, Messieurs, m'inspirant de la situation du Burkina Faso, qui vit aussi dans la hantise du terrorisme depuis que le nord du Mali a été occupé par des groupes extrémistes. Vous savez que le Burkina Faso partage plus de 1200 km de frontières à l'ouest et au nord avec le Mali, et que la zone bordant la partie directement occupée par les terroristes est de près de 700 km. Je voudrais alors partager avec vous cette réflexion bâtie autour d'une nécessaire réorganisation, voire même d'une transformation de nos armées pour contenir la menace. En cela, je vois deux axes, le renforcement des capacités des forces et l'affaiblissement de la menace. En ce qui concerne le renforcement des capacités, l'apparition du terrorisme a révélé les faiblesses de nos forces, qui, sans avoir été surprises par le phénomène, semblent s'adapter difficilement à ce fléau.
Cependant, nous n'avons pas le choix. Il faut s'organiser et anticiper sur les attaques et réduire les délais de réaction. Les axes d'effort sont les suivants. Le développement de la synergie d'action. Nos forces de défense, nos forces de sécurité, les corps paramilitaires, qui sont des forces de l'État, doivent se mettre ensemble pour augmenter l'impact sur ces groupes. L'implication des populations civiles dans la lutte, l'adaptation des capacités des forces à la nature et au mode des actions terroristes. Ça, ce sont les 3 axes que je vois. Alors, pour développer la synergie d'action entre les différents acteurs de la sécurité, il faut dire que pendant très longtemps, ces composantes chargées de la défense nationale ont travaillé sans réelle coopération avec les structures de sécurité. Au regard de l'état des acquis, des compétences de chaque force de défense et de sécurité, il faut développer la complémentarité par la mutualisation des moyens humains et matériels et la mutualisation des compétences spécifiques. En effet, face à une telle menace, la répartition des missions basée sur les zones de responsabilité n'est plus efficace et doit être surpassée afin de permettre à toutes les composantes d'offrir leur savoir-faire en tout lieu du territoire national. Pour cela, il faut travailler à amener tous les acteurs à accepter une collaboration franche entre eux. L'implication des populations, quant à elle, est incontournable pour la lutte contre cet ennemi qui est aujourd'hui camouflé au sein de la population. Et l'ennemi arrive à se faire passer pour des personnes tout à fait ordinaires et même respectables. La collaboration donc de la population est essentielle, car sans elle, aucune action efficace ne peut être menée. Son implication permet l'acquisition du renseignement en temps, toute chose qui permet d'anticiper sur les attaques terroristes. Il convient donc d'organiser des initiatives en direction des populations pour obtenir leur adhésion à la lutte contre ce fléau. Les actions à mener peuvent varier d'un pays à l'autre, mais elles doivent s'inscrire dans la formation et dans la planification des opérations. Elles peuvent même être institutionnalisées en créant des structures spécialisées dans les actions civilo-militaires. Vous savez que dans le nord du Mali, les populations ont du mal à coopérer avec les forces de l'ordre, d'une part à cause de la répression qu'elles subissent lorsqu'on pense qu'elles ont coopéré, et aussi, peut-être culturellement, en tout cas pour pouvoir les approcher et les faire adhérer à cette lutte-là, il nous faut beaucoup d'actions civilo-militaires à leur direction. Améliorer la capacité des forces. En revenant aux forces elles-mêmes, il faut admettre, et plusieurs intervenants l'ont dit ici, que les restrictions budgétaires imposées au secteur de la défense pour des raisons de priorité nationale ou de plan d'ajustement ont entraîné une perte de capacité organisationnelle et opérationnelle par manque d'entraînement, d'équipement et de ressources humaines qualifiées. L'apparition soudaine du terrorisme vient rappeler la nécessité d'avoir en permanence un outil de défense performant. La remise à niveau capacitaire des forces est donc une condition indispensable à l'amélioration de leur réactivité. Ainsi, selon les pays ou les théâtres, les forces doivent être dotées de moyens permettant d'accroître leur mobilité, leur capacité d'acquisition de renseignements, leur protection propre et la souplesse de leurs actions. La création d'unités spéciales conséquemment équipées et formées doit être envisagée. Avant d'aborder les questions liées à l'équipement même des forces, il me paraît important que l'accent soit mis sur la réorganisation des structures des forces de défense et de sécurité, notamment la chaîne de commandement. En effet, les structures de commandement doivent être animées par des personnes bien formées et expérimentées, capables de mener des planifications réalistes, d'organiser la formation et l'entraînement adaptés aux besoins et effectuer la mise à jour permanente des connaissances.
L'équipement est la grande faiblesse dont souffrent aujourd'hui nos forces. Longtemps préparées pour les combats de type conventionnel, avec des moyens classiques, les forces doivent se réadapter et s'équiper de manière adéquate pour la lutte contre un ennemi parfois invisible, agissant dans un environnement où l'emploi des moyens classiques devient impossible. Je vois ici comme moyen classique l'artillerie lourde et les moyens blindés. Alors, les moyens majeurs dont nous avons besoin sont les véhicules tactiques pour accroître la mobilité terrestre, les vecteurs aériens, la réalisation de centres d'entraînement adaptés, les infrastructures de protection des unités en repositionnement. Mesdames et messieurs, le deuxième point que je voulais souligner est l'affaiblissement de la menace dont a parlé déjà le journal de Villiers, en réduisant les moyens logistiques, en empêchant effectivement la mobilité de ce personnel sur le terrain. Pour terminer, je voudrais conclure. L'amélioration de la réactivité des forces est donc la conjugaison de plusieurs efforts au niveau national, sous-régional, régional et international. Pour y parvenir, l'accent doit être mis sur la réorganisation des forces et sur une dotation en équipement et en matériel adéquat, mais aussi sur la préparation permanente à travers la formation et l'entraînement. Je vous remercie. Merci infiniment, mon colonel. Je vois là le travail du sous-chef d'état-major, habitué à des dossiers à soumettre à son chef. En tout cas, des idées très intéressantes ont été avancées pour les professionnels, notamment la remise en cause des notions de zone de responsabilité, la mutualisation des moyens, la complémentarité entre forces de défense et de sécurité. Je suis convaincu que dans les forums à venir, vos collègues des forces de sécurité vous rejoindront dans un panel pour que justement cette complémentarité soit illustrée sur cette estrade. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants sur Africa 24.